Bonjour, je m'appelle Francie Bretonne-Seguin. Je suis autrice, je suis éditée depuis 2000 et mon premier recueil de nouvelles a été édité donc en l'an 2000. Oui. Et j'ai obtenu le prix Barocas pour ce livre. J'édite également des récits, des romans, des contes musicaux dont le prochain sera joué en juillet dans un conservatoire en région parisienne, également des pièces de théâtre dont la dernière a été créée au théâtre d'Angoulême, et puis des livres pédagogiques. Bien. Donc là aujourd'hui, je viens vous proposer mon dernier livre, Vivre debout. Donc ça sera une lecture musicale, et pour la lecture musicale, le compositeur Didier Frébeuf m'accompagnera sur scène avec son clavier. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de vous lire un petit peu la genèse de ce livre, parce que c'est à la suite de la lecture du livre de Lydie Salvert, prix Goncourt 2014, qui a écrit un livre qui s'appelle Rêver debout, et elle s'adresse à Cervantes en lui parlant de son Quichotte, et elle s'adresse à Cervantes sur un ton très, par moments ironique, dédaigneux, elle le remet en cause, elle lui dit comment osez-vous, etc. Donc je lis ce livre, et moi, il me tombe des mains, et je me dis mais c'est extraordinaire, j'adore ce livre. Donc je me dis, je vais lui écrire une lettre. Donc je reprends le livre, et puis je lui dis, une lettre, mais je ne peux pas écrire une lettre avec tout ce qu'elle vient de mettre là. Et là, Yvonne arrive, la narratrice, 100 ans. Alors une narratrice de 100 ans, bien sûr, Lydie Salvert a 74 ans, pour elle c'est une gamine. Donc ce qui permet à la narratrice de lui dire des choses que je n'aurais jamais osé dire, bien sûr. Et donc, la narratrice s'adresse à Lydie Salvert en direct et lui écrit 61 lettres. À la fin de cette écriture, j'envoie donc mon manuscrit à Lydie Salvert et elle me répond. Elle me répond en disant qu'elle a été énormément touchée par mes lettres qui, dit-elle, délicieusement prolongent les siennes. Bon, alors moi je me dis, bon, ben, faut y aller, voilà. Donc maintenant, il est édité. Je vous propose 4 extraits de lettres avec le fond musical et la composition de Didier Frébeuf. Extrait de la lettre 1. Madame, il ne m'a pas fallu tourner plus de 20 pages de votre Rêver debout pour savoir que je tenais un livre qui allait faire date dans ma vie vieillissante. Vous me bouleversez, me révoltez, m'agacez, m'enchantez, m'apaisez, me réconfortez, me désenchantez, mais en aucun cas ne m'abattez. Car ma peau devenue cuir a reçu plus d'un coup de cravache. Des lanières du martinet rougissant mes fesses enfantines, en passant par le fouet de chasse cinglant mes jambes adolescentes. Sans oublier les lacérations invisibles les pires, les mots bas qui vous collent à la peau et jamais ne s'effacent, les mêmes que reçoit votre Quichotte. Comme le Quichotte, nombreux sont ceux qui ne se sont jamais accommodés à la réalité. Ils font semblant, en souriant, quand ils ont envie de pleurer, feignent l'obéissance et gardent pour plus tard leur insoumission, leur révolte, leur revanche. Si tard que pour la majorité jamais elles n'adviennent. Heureusement, derrière cette réalité-là se cache celle que vous appelez intime et enchantée, celle que nous imaginons pour de meilleurs lendemains. Et nous nous appuyons sur notre insaisissable, secrète réalité comme sur une canne, celle qui nous permet de ne pas tomber, de ne pas renoncer. Oh, comme je vous rejoins, madame, quand vous placez l'utopie, le rêve, sur un piédestal, qui nous oblige à lever le regard plutôt que de le maintenir, là où on nous a contraints de le laisser baisser. Il me revient soudain en mémoire les premières vacances payées, vous en souvenez-vous? Mais vous n'étiez pas née, jeune dame, l'année de mes 14 ans. Je ne peux résister au plaisir
de vous raconter cette première utopie qui vit le jour pour moi et toute ma famille ce mois de juillet 1936. Extrait de la lettre 2. Chère Madame, ne m'en veuillez pas si je ne m'approprie que l'ombre de votre Quichotte quand vous le connaissez si bien dans sa chair et ses os. Je fais partie des rares filles de mon village à avoir obtenu le certificat d'études à 13 ans et à avoir commencé à travailler à 14. Ce premier diplôme qui permit à si peu de jeunes filles d'entrebâiller la porte vers les jardins de la connaissance et qui se referme pour moi dès que le jeune fiancé fut présenté, celui désiré par les deux familles. Puis-je me permettre de vous faire une remarque concernant le choix de certains mots? Vous truffez de gros mots vos si belles lettres que vous nommez épices et qui me paraissent indignes lorsqu'on possède comme vous une prose si brillante, si éloquente, si lumineuse qu'il m'arrive, depuis que je vous lis, d'en réciter quelques phrases et même de les apprendre par cœur. Mais je dois reconnaître que ces jurons bannis et interdits dans la littérature pour les personnes de ma génération, vous les amenez avec une telle justesse, une telle effronterie, qu'ils deviennent pépites. Vous êtes, chère madame, la première écrivaine qui soit parvenue à me faire avaler autant de grossièreté avec tant de délices. Extrait de lettre 3. Madame, j'ai été élevée auprès d'une mère mélancolique qui n'était pas équipée pour vivre. Un jour, parmi tant d'autres, alors que mon père la frappait, elle sortit de son mutisme, prit un couteau de cuisine pour se défendre et lui transperça le bras. Les cris de mon père alertèrent le quartier. Les voisins crièrent au fou. Seulement, c'est ma mère qui fut déclarée folle et envoyée à l'asile d'aliénés l'automne 1930. Elle fut incarcérée comme criminelle et ne revint jamais. S'il fallut 30 ans à Camille Claudel pour mourir dans les mêmes conditions, 10 années suffirent à ma mère pour mettre fin à son enfer. Malheureusement, le temps ne mit jamais fin à ma honte ni à ma culpabilité. Vos mots aujourd'hui, madame, me réchauffent et apaisent en moi cette douleur qui me colle au cœur depuis mes 15 ans. Non, elle n'était pas folle. Non, je n'étais pour rien dans son internement. En lisant vos pages, je réalise que sa folie, vous l'avez déplacée et mise du côté de ceux qui sont coupables. Merci. Dernier extrait de la lettre 7. J'ai le regret, madame, de vous dire que votre livre me fait faire des cauchemars. Je vais donc arrêter là, rêver debout. Je les déplore, sincèrement. Mais je préfère revenir à des pages plus légères, plus positives, pour employer un mot que votre génération affectionne particulièrement. Des pages qui ne s'attardent point sur ce que la nature humaine a de pire. Car vous assistez, il n'y a pas à dire. À peine avez-vous fini de parler de la cruauté de téléspectateurs qui se réjouissent des sévices infligés à des candidats d'émissions complètement débiles, que vous enchaînez sur les ignominies de l'Inquisition. C'en est trop. Lorsque je lis vos énumérations morbides sur cette période infâme, elles me ramènent amèrement à ce qui se passe là-bas, où l'on lapide les femmes, où l'on coupe les mains, les langues, où l'on brûle les livres, où l'on emprisonne les artistes, les journalistes. L'Inquisition est bel et bien là, même si elle porte un autre nom. Le bilan est lourd,
affligeant. Nous n'avons pas avancé d'un pouce en 4 siècles. Voilà de quoi remonter le moral aux plus optimistes. Je ne peux supporter plus longtemps votre mise en lumière de l'obscurantisme revenu depuis ces dernières décennies, sans compter le racisme, l'antisémitisme et le sexisme, car rien ne vous échappe et vous expliquez tout. En bonne psychiatre que vous êtes, non contente d'avoir analysé vos patients les uns après les autres, vous mettez sur votre divan le monde dans son entièreté. Le résultat est lamentable, décourageant. Adieu.